Bonsoir Valérie Demangel. Bonsoir. Vous êtes la directrice Europe et internationale de l'agglomération. Je vais d'abord vous poser une première question toute bête. Votre fonction cache, je dirais, quelle aujourd'hui responsabilité, quel engagement, voire quelle ambition pour l'agglomération de Pau? Alors, l'ambition de Pau depuis le mois de septembre et la création de cette mission souhaite voir son rayonnement international développé avec une priorité sur l'Europe, évidemment. Donc, nous souhaitons être plus présents, pouvoir faire valoir l'ensemble de nos forces qui sont très importantes. Nous sommes une capitale oui. Humaine. Donc, on a à la fois des forces économiques, industrielles à faire valoir avec des ambitions de transition industrielle énergétique. Et puis des forces liées à la qualité de la vie dans la ville, avec des politiques culturelles, sportives, éducatives, mais aussi en termes de mobilité douce, de qualité de vie qui sont extrêmement majeures et qui vont bien dans le sens des orientations européennes, dont on souhaite évidemment le valoriser. Avec un deuxième objectif, c'est certain, c'est aussi de pouvoir bénéficier de financements européens innovants, grâce à une présence importante à Bruxelles. Alors notre atout, c'est la collaboration entre guillemets entre Pau et d'autres villes aux quatre coins de l'Europe, parce que je crois que l'agglomération fait partie d'un regroupement de villes qui ont appris à échanger, à collaborer, à travailler ensemble. Oui, effectivement, je crois qu'on le voit en plus avec cette situation du Covid. On a un réseau majeur de villes très solidaires en Europe qui s'appelle Eurocities, les Eurocités. Ce sont des villes à la fois des métropoles grandes, mais aussi des villes moyennes, mais qui ont une action forte et qui ont une grosse visibilité. Donc on a engagé un processus d'adhésion en septembre et le conseil d'administration, le comité exécutif des Eurocités nous a validé en entrant au mois de mars, donc c'est tout à fait récent. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'actions coopératives qui sont déployées avec les villes. Alors plusieurs projets sont en cours de déploiement à l'heure actuelle dans plusieurs domaines. Et ces Eurocities ont aussi un rôle de lobby et d'influence auprès des institutions européennes pour valoriser les villes dans leur rôle de proximité auprès des citoyens. Alors, la proximité auprès des citoyens, elle est encore plus indispensable, on le voit bien, aux quatre coins de l'Europe et du monde d'ailleurs, dans cette période tout à fait particulière que nous traversons. Avec votre complicité, on a décidé de faire un tour d'Europe dans les jours qui viennent, et pour cette dernière partie d'émission de Bonsoir le Béarn en période confinée. Et cette visite des différentes villes qui font partie de ce réseau va nous entraîner d'abord où pour cette première étape, Valérie? Qu'est-ce que vous avez choisi comme première étape? Alors nous sommes très, très heureux d'avoir avec nous Saragosse, qui est une ville très proche, qui est en Aragon, qui est une ville majeure de 600 000 habitants, qui est une ville leader aussi sur un certain nombre de dossiers, comme le digital, et avec qui nous avons l'ambition de développer des coopérations vraiment privilégiées. Donc nous sommes ravis de les accueillir parce qu'il y a eu des initiatives très intéressantes et je pense qu'elles vont pouvoir nous dire quelles ont été les initiatives emblématiques de la ville justement pour faire face à la situation du Covid et garder une approche solidaire et proche des citoyens. Et puis ensuite, on voyagera la semaine prochaine dans d'autres villes et dans d'autres capitales, de manière à aller en Italie en particulier, peut-être dans d'autres en tête comme cela. Voyons, en Irlande, au Portugal, et puis nous irons à Bruxelles aussi à la tête de réseau des Eurocities. Très bien, voilà pour le programme à venir. Pour l'heure, voici quelques images de ce qu'est cette superbe ville de Saragosse qu'on a envie, qu'on espère pouvoir revisiter. Regardez ces images.
Et nous sommes maintenant en liaison avec Saragosse, avec la directrice des affaires internationales, Rala Polo Karamignana, et avec Angelina Chambon, qui est responsable de la direction de la culture. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Eric, Bonsoir. Valérie. Très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes chacune chez vous, c'est bien ça, pour être vous aussi en format télétravail. Angelina? Oui, voilà, on est chacune chez nous et pour le moment, on télétravaille toutes les deux jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'on peut dire un mot, Apollo, de ce que sont les atouts aujourd'hui de la ville de Saragosse, alors qui est très connue des Paloises et des Palois, parce qu'on est nombreux à aller la visiter lorsqu'on a le droit de circuler, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est nombreux à l'apprécier, mais outre les images qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous faire le portrait des grandes lignes et des atouts de votre ville? Alors, moi, je pense que le principal atout de notre ville, c'est que c'est une ville authentiquement espagnole, non? Si jamais les Palois veulent savoir comment on habite en Espagne, alors moi, je pense que Saragosse est une très bonne ville pour visiter. On a beaucoup de culture pour offrir, comme va commenter ma collègue, spécialement, comme vous savez. Et nous avons des grands personnages très connus, comme l'artiste Francisco de Goya, qui a décédé actuellement en France, à Bordeaux, mais aussi d'autres un peu plus moins connus, peut-être en France, mais très intéressants, comme Pablo Serrano ou Pablo Gargallo. Aussi, moi, je voudrais parler un petit peu de notre gastronomie. Elle est connue comme tapas españolas. Je pense que c'est un atout très intéressant. Et l'histoire de notre ville est aussi très, très intéressante. Depuis les Romains, nous avons des vestiges romains. Les Français nous ont visités aussi dans l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, l'étape du modernisme, c'est très intéressant. Quel est aujourd'hui, malgré tous ces atouts, vous êtes aujourd'hui, comme nous d'ailleurs, confrontés évidemment à cette crise du Covid-19 assez, sans précédent. Quelle est aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes? Et ensuite, je vais vous demander comment la ville a réagi, hein, évidemment, par rapport à cela. Mais d'abord, la situation peut-être au niveau d'abord sanitaire et au niveau de l'impact sur les populations. Alors, moi, je pense que notre ville a réagi très rapidement parce que les premières mesures ont été déterminées déjà la semaine dans laquelle samedi a été déclaré à niveau national l'état d'alarme. Et les premières mesures ont été d'envoyer tout le monde chez soi, essayer de télétravailler dans la mesure des possibilités et établir quels étaient les services minimaux essentiels pour que toutes ces personnes et ces services continuent à fonctionner. Et aussi, on a limité la mobilité de la population d'une forme très stricte, beaucoup plus qu'en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici en Espagne, alors à Saragosse, personne ne peut sortir. On ne peut sortir que pour faire les courses, pour jeter les déchets ou pour une assistance à les personnes âgées ou les personnes dépendantes. Mais les enfants n'ont pas pu sortir du 15 mars jusqu'au 26 avril. Le 26 avril, c'était la première fois qu'ils ont sorti, nos enfants. Et est-ce que le confinement, vous le disiez, a été très strict, hein, mais est-ce qu'il a été facilement respecté par les populations? Moi, je pense que oui, qu'en général, la population en Espagne, et spécialement à Saragosse, nous avons été très responsables et très solidaires aussi depuis le début. Et ça a été très, très respecté. Nous avons vu des images de la ville avec personne sur les principales avenues. C'était un peu spécial, non, de voir ces images. Mais bien sûr, il y a quelques-uns qui n'ont pas respecté les normes, mais nous avons la police qui fait son travail et voilà. Mais en général, moi, je pense que le bilan, c'est très positif. Ouais. Le système médical, le système des soignants a réagi de quelle façon en Espagne? Est-ce qu'il était prêt malheureusement à cet afflux de malades que vous avez connu vous également? Bon, je pense qu'il n'y a aucun système sanitaire qui a pu être prêt pour cette crise. On ne s'imaginait pas qu'elle allait être si virulente, mais quand même la réaction à niveau national, aussi régional et locaux, je pense que ça a été très rapide. Nous avons essayé d'avoir beaucoup d'approvisionnement de gants, de masques, de gel et tout ça.
À Saragosse, concrètement, nous avons créé des hôpitaux temporaires d'une façon très vite en collaboration avec la région et aussi avec l'aide militaire dans la déshygiénisation de la ville. Et c'est important aussi de savoir que les compétences ici en Espagne sont un petit peu différentes qu'en France parce que la santé et les hôpitaux sont compétences de la région. Alors, notre rôle, ça a été de collaborer en tout ce que l'on pouvait avec eux. Vous avez également lancé, je crois, des initiatives citoyennes, je vais appeler ça comme ça, ou en tout cas des initiatives fortes vis-à-vis de vos populations. Très forte, oui. Moi, je pense qu'ici, on a pu voir très bien la créativité des gens de Saragosse et sa solidarité, non? Et le premier pas a été surtout l'adoption d'un plan d'urgence sociale. Tout le monde, les administrations, mais aussi la population s'est mobilisée pour les personnes âgées, les personnes sans abri et la population vulnérable. Mais aussi, c'est très intéressant que nous avons créé 3 plateformes pour canaliser un peu toute cette solidarité citoyenne. Non? La première plateforme, elle a recueilli des dons des personnes, des citoyens, pour fournir toutes ces nourritures, ces aliments et ces nouveaux lits pour les personnes sans abri. Une autre plateforme où est-ce qu'on a plus de 4000 volontaires où les personnes s'offrent pour aider les gens qui ont des besoins. Par exemple, une personne âgée qui ne peut pas, ou c'est mieux qu'il ne sorte pas de chez soi, on peut faire les courses pour lui. Et la troisième, c'est une plateforme dirigée aux entreprises. Ce sont les entreprises qui ont voulu nous aider dans la gestion de cette crise. Et nous avons à peu près 110 entreprises registrées. Elles ont donné beaucoup de matelas, de matériel sanitaire et tout ça que nous avons distribué entre la population qui avait des besoins. C'était très, très intéressant, oui. Et avec une réaction très forte donc dès le départ. Et puis je pense aussi des formes de messages que vous avez su adresser quelque part aux populations, à toutes les populations, parce que la difficulté là évidemment c'est d'arriver à s'adresser dans ces périodes au plus grand nombre possible, quel que soit leur niveau, à la fois d'information, d'équipement, de capacité également à recevoir les informations ou les consignes. Oui, c'est très compliqué, mais aussi d'une forme parallèle à toutes ces mesures. La mairie de Saragosse a développé une campagne de communication très importante depuis le début. Cette campagne a évolutionné. Non? Le premier objectif, c'était de diffuser l'idée que les gens devaient rester chez soi. Ça a été l'objectif numéro 1. Ouais. On a travaillé avec la radio, la télé et surtout les réseaux sociaux. Et après ce premier objectif, on a essayé d'informer la population des mesures dans les différents domaines que l'on a mises en œuvre, non? Et essayer que cette information soit claire et directe et pour que tout le monde puisse la comprendre. Alors on va voir, vous nous avez confié un petit extrait de ces messages. Je vous propose maintenant de les regarder et puis on va les comprendre sans aucun problème. Il n'y a aucune barrière de langue là en plus entre nous. Et je vous félicite d'ailleurs pour la qualité de votre français. Il me tarde de voir d'entendre celui d'Angelina, mais là pour le coup déjà formidable pour cette liaison. Voici les messages que vous avez adressés à la population. Regardez. Sí, sigo aquí. Y estoy contigo. Soy la misma, esté llena o vacía. Quiero que hagamos un pacto. Tú te quedas en casa y yo prometo no moverme. Los que sí se mueven están velando por ti, por todos. Mis rincones, calles y monumentos esperan pacientes tu regreso y te miran desde fuera con orgullo. Gracias por estar haciéndolo tan bien. Gracias a este compromiso, el tuyo y el suyo, el calor volverá antes de lo que imaginamos. Volveremos a las tardes infinitas de tapas, a los paseos, a la ribera que hoy fluye en calma, a los domingos de rojo y blanquiazul, y a esas fiestas que me hacen explotar en alegría y diversidad. Volverá también la rutina, con su despertador, tranvías llenos y las prisas. Nunca pensaste que los echarías de menos, ¿eh?
yo sí que te echo de menos. Tengo ganas de volver a sentir tus pies en mi asfalto, tu alegría recorriendo mis calles, tus risas, tus abrazos, tus brindis. Que me llenes de vida. Nunca nos hemos rendido y no lo vamos a hacer ahora. Porque juntos ya estamos ganando. Gracias. Voilà pour ces quelques images que vous nous avez confiées. Le lien avec la population, il doit être permanent dans ces moments-là parce qu'il y a également la nécessité pour beaucoup de personnes d'être en contact, mine de rien, direct, alors même qu'il y a la distanciation physique, la distanciation sociale, mais pour beaucoup de populations, notamment celles qui sont dans la détresse, dans le besoin, le contact direct avec les services sociaux, avec les services d'accompagnement, il faut arriver à le préserver. Comment est-ce qu'une ville comme la vôtre a maintenu ces services? Alors chez nous en France on dit ces services publics, mais ça correspond également, je crois, à la volonté que vous avez chez vous. Alors nos services publics ont travaillé pendant cette situation. Et ils ont travaillé présentiellement, mais aussi on a mis en œuvre une attention par téléphone destinée principalement aux personnes âgées, aux victimes de la violence de genre, aussi aux jeunes, une attention psychologique pour toutes ces personnes ou pour canaliser d'autres besoins à travers de ce téléphone. Nous avons aussi eu une très bonne collaboration, comme je disais, des citoyens. Eux-mêmes, ils ont volontairement aidé à travers des plateformes informatiques. Et aussi les entreprises nous ont aidé beaucoup à avoir plus de matériel ou prêter une attention un peu plus grande. Non, on l'a prêté déjà, mais maintenant les besoins ont été plus grands. Angelina Chambon, la culture, est-ce qu'elle arrive à garder une place et voire même est-ce qu'elle a quelque part un rôle particulier à jouer durant ces périodes-là? Oui, je ne sais pas trop comment ça s'est passé en France et à Pau, mais dans le cas d'Espagne et concrètement ici à Saragosse, la culture a pris une énorme place dans la vie quotidienne des citoyens, car d'une certaine façon, au travers de tous les moyens online qu'on a, on a pu offrir plein de contenus culturels nouveaux et passés aux citoyens. Donc c'est une façon on va dire tout à coup, enfin je suppose qu'en France aussi, c'est passé, tout à coup on a vu que plein de grosses entreprises, mais également de petits artistes, enfin d'artistes, on va dire, même moins amateurs, médiatiques, etc. Oui, auteurs, etc. C'est ça. Oui, donc on commençait à offrir de façon, on va dire, altruiste, tous des contenus culturels qu'ils avaient. Donc ça pouvait être à partir d'une chanson, ou bien des livres, ou bien des ateliers. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, avec le département de culture, c'est d'une certaine façon canaliser un peu tous ces contenus culturels qui arrivaient, faire une sélection, proposer un agenda et donc d'une certaine façon faire comme notre stratégie qu'on avait en matière de culture, on va dire de communication, la faire, mais d'une façon complètement digitale, avec des contenus digitales. Donc, offrir d'une certaine façon des contenus propres à nous, donc d'événements passés, par exemple, ou des événements, je ne sais pas moi, des pièces de théâtre qu'on a vu à un moment donné, qu'on avait pu filmer pour les projeter à la télévision. Bon, on en a profité pour les offrir maintenant de façon online, mais également tout ce que tout le monde était en train d'offrir et essayer de faire un peu une agenda et de structurer un peu toute cette information qui, d'une certaine façon, était une bombe tout à coup de contenu culturel. C'est parfois compliqué de voir ce qui peut t'intéresser, ce qui t'intéresse moins, et donc on a essayé un peu de nous diriger vers nos différents publics de cette façon-là,
Chez nous, les acteurs culturels, Angelina Chambon, sont inquiets parce que ils ne savent pas, évidemment, quand est-ce que demain les théâtres, les créations, les salles de spectacle, mais aussi la vie culturelle qui peut y avoir dans les musées ou autres, va pouvoir véritablement à la fois réouvrir, mais aussi anticiper ce qu'il faut arriver à mettre en place. Quel est l'état d'esprit chez vous des acteurs culturels? Ici, la situation est la même, quoi. Donc, il y a vraiment une grande préoccupation de la part du secteur culturel, d'un côté, parce qu'il y a des mesures qui se sont implantées pour le moment pour faire face, on va dire, économiquement aux structures, au Covid, mais aux structures en général. Mais c'est vrai que comme on comprend, on va dire ces structures ne contemplent pas, ou ces mesures ne contemplent pas le statut d'artiste, on va dire, donc l'intermittence. Donc du coup, ces mesures qui ont été prises au niveau national ne sont pas vraiment une solution pour le secteur culturel, quoi. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, donc fatalement à notre niveau, donc au niveau local, c'est un peu, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait le plus rapidement aider le secteur culturel. Donc d'un côté, on avait besoin de faire d'une certaine façon un inventaire de tous les dommages d'événements, de travaux, on va dire d'une certaine façon qu'on avait commandé ou de services qu'on avait avec le secteur pour voir comment est-ce qu'on pouvait d'une certaine façon endommager, on va dire faire payer du moins les frais qui avaient été avancés. Également toutes les factures et tous les subsides que la mairie de Saragosse devait encore on va dire payer aux acteurs culturels. Ce qu'on a fait, c'est faciliter, on va dire agiliser au maximum toutes les tramitations pour que la mairie, du moins, n'ait aucune facture ou de subside pour payer. Et comme ça, on offrait une certaine liquidité aussi au secteur, non? L'idée aussi, ça va être assez compliqué, c'est les subsides en matière de culture. Théoriquement, dans la mairie de Saragosse, et en général, on va dire au niveau national et régional, sont toujours pensés pour des activités culturelles. Donc maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau local, on est en train de parler avec la région et l'idée c'est de voir après au niveau national aussi comment est-ce qu'on pourrait articuler ça, voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des subsides qui ne sont pas tellement pensés pour l'activité culturelle mais plus comme soutien et appui au secteur culturel. Parce que ça n'a pas de sens maintenant de lancer un concours d'appel pour des activités culturelles alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre cette activité. Et puis, supposons qu'on puisse reprendre les activités au mois d'automne, on ne va pas tout à coup avoir on va dire une bombe d'activités au mois d'automne alors qu'on ne sait pas effectivement comment est-ce que... point de vue affluence des publics. Le public, est-ce que les publics voudront même revenir, etc. Il y a aussi des interrogations sur notre propre comportement demain, sur le fait d'aller ou pas dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, cette interrogation elle se pose aussi pour les grandes fêtes et les grands rassemblements. Je crois que chez vous, c'est au mois de septembre en particulier que vous avez des fêtes très identitaires pour la ville. Comment vous envisagez les choses ? Ben nous, c'est au mois d'octobre, dans notre cas, les fêtes de la ville. Et c'est vrai que il y a un mois, j'explique ça un peu pour que vous voyez comment est-ce on va dire ça a évolué. Il y a un mois qu'on a commencé à reprogrammer, on va dire d'une certaine façon, voire restructurer la programmation, l'agenda qu'on avait d'événements. On pensait que les fêtes du Pilar pour le mois d'octobre, tout serait, on va dire, on pensait que on serait de retour à la normalité. Ouais. Et donc, on s'imaginait les fêtes du Pilar comme, d'une certaine façon, le moment pour récupérer la ville au travers de... C'est ça, les retrouvailles quelque part, se rassembler, se retrouver, c'est ça.
Voilà, mais c'est vrai que maintenant, un mois plus tard, au fur et à mesure où on voit la réalité, comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer, et le futur, c'est vrai que là, maintenant, on est en train de travailler, on va dire, dans deux lignes pour les fêtes du Pilar. Une qui est l'optimiste, donc ce serait imaginer que tout soit comme avant, et une autre ligne qui est, on va dire, moins optimiste, et donc qui commence déjà à travailler sur comment offrir les différents programmes, mais dans des espaces plus petits, plus contrôlés, avec différentes mesures de sécurité. On est également en train de travailler ça côte à côte avec tourisme, enfin avec le département de tourisme, sur les certifications, les labels d'espaces sûrs, voir comment est-ce qu'on peut implanter aussi ça au moment des fêtes. Et voilà, donc c'est pour ça que pour le moment, on ne sait pas trop, mais c'est vrai qu'on continue. Il y a beaucoup de villes espagnoles qui ont déjà décidé de ne pas fêter cette année les fêtes patronales. Nous, pour le moment, comme c'est au mois d'octobre, donc c'est quand même relativement tard, on continue à travailler là-dessus, mais un peu avec ces deux optiques. Avec ces deux optiques. La vision optimiste et l'autre qui n'est pas si optimiste, on va dire, et en cherchant d'autres possibilités. C'est vrai que tout ce que j'ai dit, un peu des mesures qu'on est en train d'étudier, en train de faire, on les fait en parlant avec les différentes associations professionnelles du secteur, et puis également avec le Conseil de culture, qui est un peu l'organe de participation en matière de culture qu'on a ici dans la mairie de Saragosse, donc conjointement avec le secteur. Ma dernière question pour toutes les deux, c'est évidemment l'après, parce que vous avez commencé là, à l'évoquer dans cette après-crise, en tout cas mois d'octobre, etc., le court terme, mais d'une façon plus longue et d'une façon un peu plus, comment dire, sur la réflexion. Est-ce que vous avez l'impression, l'une et l'autre, que cela va cette crise que nous traversons aujourd'hui a profondément bousculé, transformer notre manière de vivre ensemble dans une ville, dans une collectivité comme la vôtre, et de quelle façon, selon vous, va-t-il falloir recréer quelque part de nouveaux échanges? Ralapolo Carabignana. Oui, par exemple, moi je pense que ça va avoir une grande influence au niveau, par exemple, de la mobilité, non? Depuis la mairie de Saragosse, on a déjà commencé pendant les premières semaines, pour les suivantes semaines, excusez-moi, de donner un petit peu de priorité aux piétons sur les voitures, un petit peu de priorité aux vélos sur les voitures. Il faut voir comment gérer les transports publics parce qu'ils ne vont pas être à la capacité maximum. Ils ne vont pas fonctionner comme ça. Ils vont être peut-être avec un 50% de sa capacité. Alors, il va falloir voir comment on peut garantir la mobilité de tout le monde quand on retourne au travail, mais à la fois respecter les mesures sanitaires, non? Et moi, je pense qu'ici à Saragosse, mais aussi à Pau et un peu partout, on a un petit peu peur. Pas peur, mais il faut être prêt, être réaliste, être prêt pour qu'il y ait une autre épidémie en automne ou je ne sais pas quand, mais il faut être prêt. En tout cas, la construction, l'anticipation, elle peut passer aussi, selon vous, j'ai posé la même question à Valérie Desmangel, qui est ici avec nous en plateau, par également des échanges sur ce qui se fait dans ce fameux réseau de villes auquel vous appartenez les uns et les autres, parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas une vérité. Aujourd'hui, on est tous à parler de déconfinement, ou en tout cas de retour petit à petit à des situations moins fermées que ce qu'on a fait par prévention dans nos différents pays. Et on voit bien que chacun regarde. Chez nous en France, on regarde ce que fait l'Espagne, ce que fait l'Allemagne, ce que fait le Danemark, etc. Est-ce que là, les collaborations entre cités, elles ont également de la valeur pour essayer de s'enrichir des bonnes pratiques, des idées, simplement aussi des uns des autres? C'est clair. C'est une question qui a été déjà utilisée au niveau européen avant la crise du coronavirus. Dans la plateforme d'Eurocities que Pau vient de rejoindre, ça fait déjà beaucoup de temps que l'on échange des bonnes pratiques en mobilité, en climat, en culture, en smart cities, tout ça. Et ça a été déjà très intéressant d'une situation de normalité, soi-disant, et maintenant c'est encore plus intéressant et plus important.
Valérie Demangel, l'écoute pour une ville comme Pau, dont j'ai bien compris que c'était quelque part la plus récente, la benjamine hein, de ce réseau. C'est un enrichissement également que de pouvoir offrir, enfin avoir quelque part les autres expériences, puis offrir quelque part la sienne également. Ah oui, ça c'est essentiel effectivement. Et depuis la crise, en fait, nous avons régulièrement des webconférences à peu près entre 50 et 100 participants de villes membres qui nous permettent d'échanger sur différents sujets liés au Covid, que ce soit l'aspect sanitaire, l'aspect social, mais aussi on évoquait la mobilité. Rala a évoqué la mobilité. Il y a eu la semaine dernière une plateforme justement avec des témoignages de villes comme Budapest, Madrid, Milan qui se sont posées les mêmes questions que nous en France. Et Milan, par exemple, est très avancé dans son plan de déplacement avec des horaires décalés. Bon, donc c'est sûr, c'est très intéressant et ce qui est très fort, je trouve, dans ce réseau pour venir de le rejoindre, pour nous, c'est cette solidarité et cette proximité avec d'autres villes européennes alors qu'on a l'impression de se sentir très éloigné de l'Europe et ce n'est pas du tout le cas. Et on se sent au contraire bien meilleur pour affronter ensemble cette crise de façon solidaire dans ce réseau des villes qui est très bien géré. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'avoir passé ces quelques petites minutes avec nous. Merci également pour la qualité de cet entretien dans un français absolument impeccable. Merci à toutes les deux. C'était un véritable plaisir. Et puis on l'espère, on aura l'occasion de se voir physiquement et ainsi de réapprécier le charme à la fois de votre ville et puis son dynamisme en matière artistique, culturelle. J'ai bien compris gastronomique également hein, dans le message, mais ça allait sans dire, la gastronomie faisant partie tout à fait, étant une partie très importante de ce qu'est la culture hein, d'une ville et d'un pays. Merci en tout cas tous les deux, faites attention à vous et faites attention évidemment à toutes celles et à tous ceux qui vous entourent. À très bientôt en tout cas.